Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Développement majeur concernant les campements pro-palestiniens sur les campus universitaires aux États-Unis. Les policiers qui sont intervenus à l'Université Columbia et à UCLA, il y a même eu certains affrontements. Salut Stéphane. Salut Alexandre. C'est, je pense, l'histoire des derniers jours, sinon peut-être de l'année, ces manifestations, ces campements, ces tentes de la colère ou ces manifestants pro-palestiniens qui font du camping extrême pour exprimer leur point de vue. C'est vrai ici à Paris, c'est vrai beaucoup aux États-Unis, ce l'est aussi au Canada, ça vient beaucoup des États-Unis. Je pense que le mouvement s'est fortifié il y a une dizaine, douzaine de jours, quand une première fois, la patronne de l'Université Columbia avait appelé les policiers pour déloger les manifestants qui occupaient une partie du campus. Puis là, on verra au cours des prochaines heures, prochains jours, ce que va avoir comme impact ce qui s'est passé la nuit dernière à Columbia et ce qui s'est passé il y a pas très très longtemps. On parle dans les dernières heures à UCLA, donc à Los Angeles, où en fait les policiers sont pas franchement intervenus. C'est deux groupes de manifestants qui en sont venus au poing et au coup. Le camp, on pourrait dire le camp retranché des étudiants qui sont pro-palestiniens a été pris d'assaut par sont d'autres étudiants, des gens venus de l'extérieur. Pour l'instant, l'information est assez fragmentaire parce que des gens qui étaient en pistolet et qui, tu me pardonneras l'expression, mais qui n'appréciaient pas que l'université soit occupée par ces étudiants, pro-palestiniens. Et apparemment, dans un premier temps, les autorités, les policiers, sinon le service de sécurité à UCLA a choisi de ne rien faire et ça a un peu dégénéré. Donc, je ne vais pas spéculer sur ce qui s'est passé là-bas, c'est encore chaud, c'est encore fragmentaire. Ce qui est absolument certain, je ne sais pas si tu te souviens de notre première conversation sur appelons ça la Palestine qui s'est invitée dans le calendrier électoral ou les enjeux palestiniens. À l'époque, c'était pendant les primaires au Michigan, quand on a vu des électeurs démocrates, de bons démocrates, faire pression pour que certains de ces électeurs, sinon une majorité, c'est pas arrivé, mais choisissent de ne pas cocher la case Oui. qui était à côté du nom de Monsieur Biden, en disant nous allons voter pour personne parce qu'on veut faire savoir au président qu'il n'est pas notre homme et plusieurs, alors on verra si ça sera vrai en novembre prochain, qui ont dit s'il le faut, si notre vote ou notre absence de vote permet de faire élire M. Trump, on vivra avec les conséquences parce que par défaut, on ne va pas choisir M. Biden qui, je le répète, c'est pas la majorité des électeurs démocrates qui pensent comme ça. Mais il y a une petite tranche, ça a commencé au Michigan, c'était un mouvement animé de briques et de brocs, il y avait 50 cents dans les poches et ils ont réussi à mobiliser, je pense qu'ils sont allés chercher de mémoire 115 ou 117 000 vote pour aucun candidat, none of the above. C'est toute proportion gardée, en quelques semaines, un mouvement de mobilisation costaud. Et c'est la question donc que je pose. Est-ce que ce qui s'est passé hier à Columbia, cette nuit à UCLA, et un peu partout, parce que les campus américains se sont pas mal mobilisés, comme je le disais, il y a une douzaine de jours après l'intervention des policiers à New York. C'est comme si ça avait mis le feu aux poudres. Alors, est-ce que ça aura le même impact aujourd'hui? Est-ce que ça va ajouter à la tension? La certitude que j'ai, c'est que M. Biden particulièrement, paradoxalement, M. Trump, qui est encore plus pro-israélien, qui est celui qui avait choisi, par exemple, de faire déménager l'ambassade américaine, ce qui symboliquement est très significatif, de Tel Aviv à Jérusalem, M. Trump, pour l'instant, ne semble pas, peut-être parce qu'il n'est pas aux commandes, qu'il n'est pas aux manettes, donc qu'il n'est pas en position d'avoir de l'impact sur le conflit, mais pour l'instant, c'est pas lui qui est embêté beaucoup par les manifestants, ceux qui créent Genocide Joe, ce sont souvent des jeunes, il faut le dire, puis aussi des démocrates. Donc, pour le président américain, au cours des prochaines semaines, parce que je pense que ça va pas s'éteindre, c'est l'été qui commence. Puis, clairement, historiquement, aux États-Unis et partout ailleurs, l'été est plus propice aux grands mouvements de manifestation, le vaste mouvement pour définancer la police dans la foulée de la mort violente de George Floyd. C'était au printemps, c'était pendant l'été, quand les conditions météo, c'est bête à dire, mais c'est un fait, sont optimales. Moi, je pense pas que Monsieur Biden va arriver à se débarrasser de la tag. Ça va le suivre, on en parlait hier,
jusqu'à la convention du parti à Chicago. Dans quelle mesure ça pourra gâcher la consécration du parti? Je peux pas le dire maintenant, mais c'est clairement un facteur qui aurait pu imaginer il y a 7-8 mois que le conflit israélo-palestinien, mais particulièrement la sensibilité à la question palestinienne, puisse potentiellement faire dérailler la candidature de M. Biden. C'est dans l'histoire politique récente, en tout cas, je n'ai pas de souvenir qu'aux États-Unis, ça puisse avoir un pareil impact. Et je suis certain d'une seule chose, et je parierais là-dessus, c'est pas fini, ça ne fait que commencer. Ouais, il y a des risques réels de dérapage. On l'a vu à UCLA dans les dernières heures, mais tu sais, à Columbia, c'était barricadé dans un des bâtiments de l'université. Puis plus près de chez nous, là, t'as vu, hein, ça se retrouve devant les tribunaux. Il y a une demande d'injonction concernant le campement sur McGill. C'est plus juste un campement, c'est des barricades, là. C'est des barricades, c'est un campement. Je risque peut-être de te décevoir. Je tiens pour acquis qu'à partir du moment où on est dans un contexte politique effectivement si polarisé qu'on décide de manifester, il y a toujours des dérapages qui vont arriver, des radicalisations, particulièrement pour ceux qui veulent se faire entendre. C'est arrivé dans les années 60-70 quand les jeunes Américains manifestaient contre la guerre au Vietnam. L'histoire aujourd'hui leur a donné raison. Est-ce que c'est un prétexte pour être violent? Jamais. Mais est-ce que ça peut arriver? C'est possible. Et c'est un des risques inhérents à ce prolongement de ce qu'est la liberté d'expression, qui est le droit de manifester. Puis, il y a un parallèle que je ferais, je le ferais surtout en France si on m'en parlait, qui est boiteux, mais néanmoins. Il y a quelques jours, les contrôleurs aériens s'apprêtaient à faire la grève. C'est un droit qui leur est donné. Le bordel et l'impact de ce que ces contrôleurs aériens peuvent faire la grève, c'est, franchement, tout n'étant pas égal, beaucoup plus dommageable à la vie citoyenne que ce qui se passe à la Sorbonne ou ce qui se passe à Sciences politiques. Personne ne conteste ça. On a fait le dos rond, les vols ont été annulés, les gens ont changé leur plan de voyage, puis ils ont accepté que c'était comme ça. Alors, je répète, c'est très important parce que tout peut être cité en contexte, mais c'est évident que quand on manifeste, puis quand on est dans un contexte, il faut voir sur le terrain ce qu'est le résultat du conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est pas beau, c'est pas élégant, et sans doute pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant de passion. Et de part et d'autre, on peut plaider la cause. À partir du moment où on se met à manifester, c'est rarement élégant. Et est-ce que ça peut se faire sans que des frontières soient franchies? C'est difficile. Je te rappelle encore une fois la foulée de ce qui s'est passé après la mort de George Floyd, quand on a décidé de créer ce mouvement Black Lives Matter. Les manifestations très tolérées ont souvent été violentes. On parle de milliards de dollars de dommages dans les villes américaines consécutivement à ces manifestations, de centaines, sinon de milliers de policiers qui ont été blessés. Est-ce que tu entends aujourd'hui quelqu'un nous rappeler ça? Moi, je trouve que c'est très, très timide. Alors, une débilité n'a pas à en excuser une autre. Jamais. C'est pas un jeu à somme nulle. Mais, je répète, quand tu manifestes, évidemment, et quand tu le fais de façon énergique comme ils le font, en étant à la frontière de la légalité, parce qu'ils sont sur le terrain de l'université, parce que dans le cas de Columbia, tu as parfaitement raison, ils ont investi un édifice, ont cassé des vitres, tout ça est plus que désagréable. C'est comment tu manœuvres, puis effectivement, tu dois mettre le pied à terre, négocier idéalement, puis dire, écoutez, on veut pas brimer votre droit de protester et de manifester, mais il y a des règles à respecter. Or, je le dis et je sais que ça se passe jamais comme ça. Comment tu fais cette espèce de pas de deux où tu respectes les droits puis en même temps tu veux faire en sorte que les étudiants qui sont pas dans le coup peuvent aller à leur cours? C'est pas simple. Mais qui a dit que c'était simple de vivre en démocratie? Qui a dit que c'était simple d'arbitrer la liberté d'expression? C'est ce qui fait que c'est cool de vivre chez nous. C'est ce qui fait qu'on n'est pas en Russie, pour employer l'exemple le plus banal, parce que c'est toujours celui qu'on nous donne. C'est clair que quand tu manifestes contre le régime de M. Poutine, il n'y a pas beaucoup de temps entre le moment où tu te présentes sur la rue et les forces policières sont déployées. Mais est-ce que c'est le modèle que j'ai envie d'émuler? Pas franchement. Ouais. Un rapport d'experts avec des recommandations choc qui touchent sur les dangers de l'hyperconnexion chez les enfants.
Oui, c'était très attendu. Je ne sais pas quel impact ça a eu chez nous au Québec ce matin, en fait, parce que ça s'est passé hier en fin de journée. C'est un rapport qui a été commandé par le président Macron il y a 3 mois, un groupe d'experts pour réfléchir effectivement à ce qu'est l'hyperconnectivité, l'exposition aux écrans. Alors, premier constat, il y a des impacts. Est-ce que ça va ralentir le neurodéveloppement des enfants? Scientifiquement, personne ne peut le démontrer. Est-ce que ça peut avoir des effets délétères sur la santé? Très probablement. Obésité, problème de la vue, problème de concentration, anxiété, dépression. Juste ça, c'est en Déjà pas soi pire. suffisamment pour se dire, on va faire attention. Puis je peux pas imaginer que l'intégration de ces petits trucs si addictifs, t'en sais quelque chose, j'en sais quelque chose, même en étant conscient et lucide, on voit à quel point on peut devenir fou. J'ai pas eu assez de likes aujourd'hui. Mon Dieu, ma vie s'écroule. Tu me diras, dans mon cas, c'est pas grave, j'en ai jamais. Mais, il suffit que t'en aies un puis tu te dises, my God, je suis aujourd'hui en feu. Revenons sérieusement à l'affaire parce que ça a occupé beaucoup de temps de glace dans nos débats au Québec. Le ministre Drainville, qui je pense a eu raison de dire à un moment donné, on peut pas aller à l'école et suivre son actualité de réseau social tout en écoutant le professeur. Est-ce que l'école doit être sanctuarisée? J'en suis. C'est peut-être vieux jeu, mais il sera toujours temps d'utiliser tes tablettes, téléphones Oui, ou oui. ordinateurs un peu plus tard. Ça se peut qu'on ait un coupe-feu. Alors la France décide de mettre la table parce que les grands moyens n'ont pas été employés. Mais quand je parle de recommandations, enfin, j'en ai pas encore parlé, mais on pourrait dire qu'il y a eu des recommandations choc. Euh, Éliminer tous les contacts entre les écrans et les enfants de 3 ans et moins. Et là, on parle pas juste d'appareils intelligents, mais d'écrans de télévision. Faire disparaître des garderies, des maternités, les écrans de télévision. Contrôler, superviser, là on parle aux parents, mais sans doute aussi aux éducateurs, euh, et particulièrement en garderie, contrôler l'accès à tous les appareils intelligents jusqu'à l'âge de 6 ans. Interdiction de posséder un téléphone cellulaire jusqu'à l'âge de 11 ans. C'est une des recommandations. Est-ce que ça deviendra une loi? C'est pas encore fait, mais c'est une recommandation. Et si à partir de 11 ans tu as un téléphone, il ne pourra pas être connecté à l'Internet jusqu'à l'âge de 13 ans. Et là, si ton téléphone est connecté à l'Internet, tu ne pourras pas être connecté à des réseaux sociaux jusqu'à l'âge de 15 ans. Et aussi, une des recommandations, c'est peut-être faire en sorte, parce que c'est interdit d'utiliser son téléphone à l'école depuis 2018-2019, comme ce l'était en Ontario, précocement avant le Québec. Mais là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que tu pourras aller à l'école avec ton téléphone? Parce que de faire confiance à la discipline de tous et au respect par tous de ce qu'on ne l'allume pas, l'utilise pas, c'est une chose, mais est-ce qu'il devra être déposé, comme par exemple au Far West, tu déposais tes revolvers en rentrant dans le bar? C'est une des possibilités. Pour l'instant, il n'y a pas de mesure législative qui est promise, mais ce qui est clair, c'est que d'abord, ça a été un électrochoc, c'est un message envoyé aux parents, surveillez vos enfants davantage, puis aussi à l'école, mais c'est encore une fois ajouter la responsabilité des professeurs qui, on s'en rend compte, ont de plus en plus de responsabilités périphériques en plus de faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire enseigner. Et c'est pas une question simple, hein, parce que, bon, d'une part, il y a effectivement des conséquences très graves sur les jeunes, mais d'autre part, là, il y en a qui vont dire, ben là, c'est ça, là, vous allez venir nous dire dans notre maison comment gérer les écrans. Après ça, j'ai hâte de voir comment ça va être Et perçu et reçu auprès de la population. ben, tu aurais eu beaucoup de succès sur une tribune télévisée hier parce que c'est exactement le ton qui était employé, puis je suis pas ironique par plusieurs qui disaient, mais là, est-ce que vous vous attendez à ce qu'on ait le droit d'aller inspecter dans les maisons? Est-ce que les parents pourraient être mis à l'amende si un Oui. écran de télévision est allumé puis qu'il y a un môme de 3 ans? Évidemment, c'est peut-être à prendre avec nuance, mais l'idée, quand tu as envie de dormir le samedi matin, de parquer les enfants de 2 ans, 3 ans devant un écran pendant 3 heures, on peut le comprendre. Les parents sont épuisés. Je dis ça, puis franchement, j'ai pas élevé des tonnes d'enfants, mais je peux facilement imaginer ce que ça représente. Euh, mais c'est en même temps un avertissement. Il y a des risques à faire ça. Je doute que des inspecteurs se promènent dans les maisons. Quoique la tendance lourde est au contrôle de tout le monde et de nos comportements, mais je pense pas que ça annonce l'idée que des inspecteurs, des policiers pourraient rentrer dans les maisons pour valider que les télévisions sont couvertes d'une toile ou encore d'une serviette quand il y a des enfants présents. Mais c'est encore une fois, un message fort envoyé. Faites gaffe parce que ces écrans ont de l'impact sur vos enfants. Ouais. C'est la fin d'une conférence à Vienne sur la militarisation de l'intelligence artificielle, création de robots tueurs. Est-ce qu'on se retrouve dans Terminator avec Arnold Schwarzenegger? Est-ce que la fiction rattrape la réalité, Stéphane?
C'est la bonne image. Il nous reste peu de temps, je m'en rends compte, puis j'aurais voulu et je voudrais qu'on en reparle davantage parce que c'est un vrai sujet préoccupant. C'est un sujet qui passe souvent sous l'écran radar parce que c'est peu publicisé pour l'instant. Sinon, quand on s'intéresse au cinéma, Terminator, je pense que c'est la bonne image. Est-ce que tu as déjà vu, toi, le robot de Tesla, Optimus? Les images de Optimus? J'ai peut-être vu ça passer, mais remets-nous un peu Ben, en contexte. c'est des images qui font beaucoup penser. En fait, ça a des jambes un peu de kangourou, ce robot-là, mais ça fait beaucoup penser au Terminator Ah et en fait oui. à tous ces robots tueurs qu'on a pu voir au cinéma dans des dystopies qui relevaient de la science-fiction, qu'ils sont de moins en moins. Donc, à Vienne, indirectement, je pense, sous la responsabilité des Nations Unies, cette conférence, plus de 1000 spécialistes qui se sont réunis, y compris des politiques, pour voir comment on peut encadrer le développement de ces robots tueurs qui effectivement auront de plus en plus les moyens avec l'intelligence artificielle de prendre des décisions redoutables. Par exemple, est-ce que des algorithmes pourraient être programmés de façon à ce que le robot tueur, son nom le dit, décide lui-même s'il appuie sur la gâchette ou pas. C'est-à-dire que on vient d'éliminer l'homme comme intermédiaire entre la machine et une décision. Pour l'instant, un drone, il y a toujours apparemment un pilote puis quelqu'un qui donne une instruction avant d'agir. Alors, les gens à la conférence disaient on est à un moment Oppenheimer, comme quand Robert Oppenheimer, un des pères de la bombe atomique, s'est dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et selon eux, selon ces spécialistes, il y a 3 grands points de basculement dans l'histoire de l'art de la guerre. L'invention de la poudre à canon, on peut le comprendre, ça a tout changé. L'invention de la bombe atomique et aujourd'hui l'intégration de l'intelligence artificielle à la panoplie militaire pour créer, entre autres, ces robots tueurs. Puis, il faut voir, on y reviendra, mais que l'intelligence artificielle est déjà déployée sur le théâtre des opérations. C'est vrai en Ukraine. Il y a maintenant des batteries antiaériennes qui sont dotées d'algorithmes qui leur permettent de choisir de tirer sur des objets dans le ciel sans même qu'un humain décide, donc un temps de réactivité beaucoup plus rapide. Et on le sait parce qu'il y a des médias citoyens en Israël, particulièrement Local Call, qui a mis au jour l'usage par l'armée, par Tsahal en Israël, de programmes appliqués d'intelligence artificielle, un en particulier, Lavender, lavande, ça sent pourtant pas bon pour autant, qui permet de faire de l'agrégation en temps réel d'informations, extraits de connexions sur les réseaux sociaux, images sur le champ de bataille, connexions téléphoniques, images de personnes recherchées ou identifiées par les autorités israéliennes comme étant combattants ou soldats du Hamas. Au total, il y aurait plus de 30 000, 37 000 profils qui permettent en temps réel à cette intelligence artificielle, à cette lavande, d'informer les autorités de ce qu'a été trouvé une des cibles. Et à ce moment-là, c'est ce que disent ceux qui ont à prendre la décision, la machine, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, l'algorithme donne peu de temps pour prendre une décision parce que la cible peut se déplacer. Ils l'ont déjà établi. Apparemment, je fais attention, je me réfère à l'article que j'ai cité dans Local Call, mais il y a déjà d'intégrer dans la doctrine des autorités israéliennes des coûts en dommages collatéraux qu'on est prêt à prendre si on n'est pas totalement sûr et aussi de ce qu'il y a de la population civile autour. Alors, pour une cible désignée normale du Hamas, on peut s'arranger avec, sur une opération, de 10 à 20 civils morts qui deviennent des dommages collatéraux. Et puis, si on est un haut dirigeant, ben là, on s'arrange plus facilement de dommages collatéraux plus importants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a encore un homme ou une femme qui prend la décision de dire on y va. Mais apparemment, cette programmation fait en sorte qu'il faut agir très, très, très rapidement. Alors, c'est la guerre. Et on va pas désinventer l'intelligence artificielle ou le robot tueur plus qu'on a désinventé la bombe atomique, mais ça change radicalement l'équation. Et si on cherchait un nouveau prétexte pour avoir quelques cauchemars, imagine Robocop avec ses pattes de kangourou qui monte sur le balcon parce que il s'est trompé, puis soudainement t'es un ennemi du peuple, t'as juste une tête qui ressemble trop à celle de quelqu'un qui est vraiment recherché. Puis lui, il négocie pas. Il dit c'est fini pour toi, mon garçon. Hasta la vista, baby. Salut, Stéphane. Hasta la vista, baby. Salut, mon lapin.